Bonsoir à tous et merci au président du jury. Et merci à tous les membres du jury d'avoir accepté de faire partie de mon jury de thèse. Je m'appelle Janaï et je vais vous présenter les résultats de la thèse qui s'intitule Big Data et sciences de données pour le suivi des ressources naturelles. Et donc cette thèse, elle est co-encadrée par Naza Selmaoui de l'ISEA, Hugues Lemonnier de l'équipe LEAD de l'IFREMER. Elle se fait en collaboration avec le groupement des fermes aquacoles, donc le GFA, et avec la SOPAC, donc la Société de producteurs aquacoles calédoniens. Donc elle est en partie financée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Elle s'est faite avec le soutien de la province des îles. Juste avant de commencer, j'aimerais juste remercier en fait les élus et les responsables de nos autorités coutumières qui m'ont fait l'honneur de leur présence ce soir. Et donc, selon la FAO et selon les démographes, donc la population est en constante augmentation. Et de ce fait, la demande en protéines animales et végétales augmente aussi. Et donc la sécurité alimentaire reste un enjeu. Et donc des outils d'aide à la gestion de nos systèmes alimentaires doivent être créés afin d'apporter des aliments sains et de qualité à cette population en forte croissance. Et pour ça, ces outils doivent permettre une meilleure évaluation des techniques de production, une meilleure adaptation au marché et une meilleure compréhension des facteurs responsables de la productivité du système. Donc une solution à apporter à ces problèmes de sécurité alimentaire est d'exploiter les données produites par ces industries agricoles, donc pour en extraire des connaissances utiles aux experts métiers. Donc il faut savoir que dans les procédés industriels agricoles, dans les procédés industriels agricoles, on a une quantité de données importantes qui sont générées, et ces données sont hétérogènes et de différents types. Donc, par exemple, des données textuelles, audiovisuelles, graphiques. Et cela est dû notamment avec l'arrivée des objets connectés, des capteurs industriels de plus en plus sophistiqués et des images satellitaires de plus en plus précises et de plus en plus importantes. Et donc, comment exploiter toutes ces données pour répondre aux enjeux de sécurité alimentaire? Et quelles démarches entreprendre? Et donc, dans le cadre de ma thèse, afin de déterminer une démarche scientifique, j'ai exploité les données d'un modèle classique dans le domaine de la production, qui est l'aquaculture calédonienne. Donc, la filière crevetticole calédonienne est la première source d'exportation après le nickel. C'est aussi une source importante de création d'emplois dans les zones rurales. Donc, elle est composée de 2 provandiers, de 2 ateliers de transformation dont l'un traite la totalité des volumes exportés, de 4 écloseries et de 18 fermes de grossissement qui sont tous répartis le long de la côte ouest de la Grande Terre, d'un centre technique aquacole. Et enfin, nos fermiers se sont regroupés dans une association qu'est le GFA, donc le groupement des fermes aquacoles. Et moi, dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse principalement à la phase de grossissement. Et donc, durant cette phase, il y a différents types de données qui sont recueillies à chacune des étapes de production. Et donc, ces étapes, en général, elles concernent la préparation du bassin, la mise en eau et l'ensemencement de l'espèce à élever, et donc l'élevage de l'espèce jusqu'à la récolte finale. Donc, il existe un temps de repos d'assec du bassin avant de démarrer vers un nouvel élevage dans ce même bassin. Donc, différentes variables sont recueillies au cours de ces étapes, comme le suivi du poids moyen de l'animal au cours du temps, donc toutes les semaines, et des données sur la qualité de l'eau.
Donc la température de l'eau, par exemple, la salinité, etc. En fin d'élevage, on a des données de production. En fin d'élevage, on a des données de productivité. Des données de productivité. Des données de productivité et de qualité du produit qui sont relevées. Et donc ces données sont, par exemple, elles permettent en fait le suivi de la productivité, elles permettent le suivi des élevages au cours de différentes productions successives. Et donc elles concernent par exemple l'apparition, une décoloration, en fait des défauts qui sont visibles sur l'animal, comme une décoloration sur la tête et le corps de l'animal. Et tous ces défauts-là, la production en fait, qui contient ce type de défauts, les productions qui ont ce type de défauts sont décotées. Et donc, ces défauts ont un impact économique sur la filière. Il faut savoir que les productions sans défaut donc, sont prisées par les pays importateurs de la crevette calédonienne. Et donc, dans le cadre de ma thèse, j'avais 2 bases de données concernant 600 élevages qui durent en moyenne 4 à 6 mois. Et donc, d'un côté, j'ai les données qui me proviennent du GFA, donc du groupement des fermes aquacoles. Donc, ces données concernent, en fait, ce sont des séries temporelles, ce sont des données sur la qualité du milieu, des séries temporelles environnementales et des séries temporelles qui concernent la zootechnie. Donc, par exemple, la turbidité, la salinité, la température de l'eau. Et d'un autre côté, j'ai les données de qualité du produit qui me sont fournies par la SOPAC. Donc, cette qualité-là, elle est cette qualité du produit. Cette qualité du produit, elle est définie en fonction d'un process de qualité bien strict, d'un process de qualité strict, et dans lequel en fait, les défauts sont estimés en début du process et sont réévalués en fin de process. Donc les principaux types de données sur lesquels cette thèse se focalise sont des données multivariées, statiques, temporelles, multi-échelles. Donc les données sont acquises à différentes fréquences. Elles concernent un ensemble de paramètres environnementaux, donc comme la température journalière de l'eau, la salinité hebdomadaire de l'eau, des paramètres aussi de gestion, comme le taux hebdomadaire de renouvellement d'eau, et donc la fréquence hebdomadaire de renouvellement d'eau et l'alimentation journalière. Donc elles concernent aussi des paramètres biologiques et zootechniques, comme le poids moyen hebdomadaire. Et donc ces données concernent également des indicateurs statiques et temporels sur la qualité des produits destinés à l'alimentation humaine. Comme on a vu, c'est le cas des défauts. Donc là, on est vraiment en présence de données complexes. Donc qu'est-ce qu'une donnée complexe? Donc les données complexes, elles vont décrire avec des points de vue multiples des objets composant le système et à différentes échelles. Et donc le système va représenter une réalité complexe, sociale, environnementale, technique. Donc c'est le cas des systèmes de production de ressources naturelles. Donc dans notre cas, les objets vont par exemple être les élevages. Et ces élevages vont être décrits avec différentes variables temporelles, donc la qualité de l'eau au cours du temps. Et ces données aussi sont dites complexes, car en raison de la manière dont elles ont été acquises. Donc elles peuvent être massives, hétérogènes, imprécises, bruitées. Oui, avant ça, je rappelle juste que les données qui sont acquises durant la production en fait, de crevettes sont des données qui sont parfois imprécises, parce que certains, en fonction de la ferme, certains éleveurs vont privilégier peut-être la température de l'eau, d'autres le renouvellement. Et donc ces données sont également relevées à différentes fréquences hebdomadaires, journalières et horaires. Et donc les méthodes conventionnelles
les méthodes classiques statistiques ne permettent pas d'extraire des informations pertinentes à partir de cette réalité complexe. Et donc, on a utilisé pour cela des méthodes en sciences de données. On s'est appuyé sur le processus d'extraction de connaissances, donc le processus appelé processus KDD. Et donc, dans ce processus, on a différentes étapes comme le nettoyage des données, le fait de les transformer afin qu'ils puissent être utilisés en entrée des méthodes d'apprentissage supervisées ou non supervisées. Et donc, on pourra, dans ce cadre-là, créer de nouvelles méthodes ou bien utiliser les méthodes existantes pour extraire de nouvelles connaissances et ensuite restituer l'information. Et donc, à partir de ce processus, moi, je me suis attaqué en fait à 3 verrous scientifiques. Donc, le premier verrou concerne la recherche de méthodes justement pour croiser ces données complexes. Donc, je rappelle les données de production et les données de qualité. Le second verrou donc, concerne la création d'un algorithme de série temporelle monovariée. Donc, je donnerai une définition ensuite. Et cet algorithme prend en compte en fait l'évolution d'amplitude des séries dans le temps. Et enfin, le troisième verrou auquel je m'attaque. Donc, j'ai créé un nouvel algorithme pour le clustering, cette fois-ci d'ensemble de séries temporelles multivariées et multi-échelles, et qui prennent également en compte l'amplitude des séries, donc l'évolution de l'amplitude des formes et d'amplitude des séries. Et donc, pour cela, mes contributions majeures sont de créer des descripteurs fiables de la croissance et des descripteurs fiables de la qualité du milieu afin de m'adapter à la complexité des données. Donc les données complexes, c'est-à-dire hétérogènes, multivariées, etc. Et donc, pour cela, nous avons mis en place une approche générique et originale qui permet d'identifier les meilleures pratiques zootechniques et les meilleures conditions environnementales et de gestion. Et donc, l'ensemble des jeux de données a été divisé en 3 catégories. Donc, les variables forçantes, qui sont des variables initiales au bassin, des variables initiales au système, comme les paramètres d'affect, donc la qualité du milieu, par exemple. Des variables zootechniques, on a ici la densité initiale. Donc, ça peut être des variables sur lesquelles le fermier peut agir et qui ont aussi un impact sur la qualité du milieu ou la performance, ou la productivité. Et il y a aussi des variables à l'intérieur météorologiques, donc des variables sur lesquelles le fermier ne peut pas agir, mais qui impactent également la qualité du milieu et la productivité. La deuxième catégorie sont les variables de gestion. Donc, ce sont des variables sur lesquelles le fermier, cette fois-ci, peut agir, sur lesquelles il peut agir et qui modifient également la qualité du milieu. Elles concernent principalement la qualité du milieu. Ce sont aussi des variables zootechniques comme le pot moyen, l'évolution du pot moyen. On a enfin, dans la troisième catégorie, les indicateurs de performance qui sont principalement des données de productivité et de qualité de l'élevage. Donc là, on a par exemple la survie, on a les défauts qu'on a vus précédemment, les défauts sur la tête, sur le corps, etc. Et donc, pour analyser ces données, on s'est pris en 2 étapes. La première concerne l'analyse croisée des paramètres zootechniques, donc l'évolution du pot moyen et les résultats des performances d'élevage. Et la seconde concerne... Donc la seconde, nous avons intégré en fait la qualité du milieu, c'est-à-dire la série temporelle de température, de salinité. Et on a croisé ces données également aux indicateurs de performance. Et les deux premières étapes sont des approches innovantes, donc mises en place sur une échelle temporelle importante. Dans la deuxième étape, c'est une première étude temporelle multivariée et multi-échelle sur des données aquacoles. Donc, cette méthodologie a été publiée dans le workshop GAST de EGC. Donc, je vais vous parler de la première étape. Dans la première étape, je vais identifier des typologies de croissance. Et pour cela, je vais utiliser un modèle classique, donc le modèle de Gompers, sur les courbes de croissance. Ce qui va me permettre ensuite de créer des descripteurs de croissance. Donc 6 descripteurs de croissance, et ces descripteurs de croissance vont être utilisés en entrée des méthodes de clustering pour créer des groupes justement homogènes et qui décrivent en fait les différentes typologies de croissance. Ensuite, ces groupes vont être décrits par des variables de performance d'élevage ou encore des variables de gestion ou des variables forçantes plutôt, en vue d'identifier le lien entre les données environnementales et les données zootechniques.
Enfin, il nous permettra de sélectionner des périodes pertinentes. Donc là, la pertinence ici, elle concerne le fait que ces périodes ont un potentiel descriptif et prédictif sur la performance de l'élevage. Et donc voici le modèle utilisé, le modèle de Grandperse. Donc ce modèle-là, il est classiquement utilisé pour modéliser la croissance. Et à partir de ce modèle, donc on a la possibilité là d'extraire un ensemble de paramètres. Et donc les deux paramètres qui nous intéressent sont les paramètres C et B. Donc le paramètre C va mesurer l'étalement du phénomène sur l'axe des abscisses. Donc c'est comme un taux de croissance initiale. Et le second, le paramètre B, va mesurer la vitesse de convergence vers la croissance finale. On a ajouté également d'autres descripteurs comme le point d'inflexion, c'est-à-dire le point à partir duquel la croissance commence à converger. Et enfin, les trois derniers descripteurs concernent donc la durée d'élevage pour atteindre le poids d'1 gramme et celui pour atteindre 5 grammes. Donc ces données, l'ensemble de ces données ont été utilisées sur les données de poids moyen au cours de l'élevage et l'évolution du poids moyen de 400 élevages, afin d'en extraire un modèle pour chacun des élevages, un modèle de croissance. Et les résultats escomptés sont d'identifier des typologies de croissance à partir de ces descripteurs, en utilisant cette fois-ci des méthodes de classification non supervisées, donc aussi appelées méthodes de clustering, qui permettent de regrouper les objets en fonction de ces descripteurs. Et donc voici la répartition. Donc j'ai utilisé en fait plusieurs méthodes de clustering. J'ai utilisé ici plusieurs méthodes de clustering afin de déterminer un nombre optimal de clusters. Donc un nombre optimal de clusters qui respecte la typologie de croissance de la filière. Donc voici les distributions des paramètres C et B. Et c'est à partir en fait de comparaisons statistiques sur les résultats de ces différents clusters que j'ai déterminé un nombre K égal à 5, donc 5 typologies de croissance. Donc voici pour ces 5 groupes les différentes courbes de croissance associées à ces groupes déterminés par les descripteurs de croissance, les 6 descripteurs de croissance. Donc ensuite, ces groupes ont été décrits par les variables de performance dans un premier temps, c'est-à-dire les défauts qu'on a vus précédemment et la survie, et les variables forçantes. Et certaines variables appelées donc les variables forçantes, comme le mois d'ensemencement et l'âge du bassin, ou encore la densité initiale. Et en décrivant ces groupes par les variables de performance, donc on s'est rendu compte que les distributions étaient difficilement interprétables, comme on peut voir ici sur la survie. On a des distributions, l'étendue des distributions qui sont vraiment très importantes pour chacun des clusters, donc il était difficilement interprétable, les valeurs sont confondues. Donc il n'y avait pas de lien observable avec la méthode descriptive sur ces descripteurs de croissance par rapport à ces variables de performance. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de lien direct entre les descripteurs de croissance et les variables de performance. Et donc pour poursuivre un peu plus loin la démarche, on a utilisé des méthodes supervisées, donc des méthodes qui vont être guidées justement par ces différentes cibles, par ces différentes variables. Donc les méthodes qu'on a utilisées sont des méthodes monolabels et multilabels, donc qui ciblent une seule variable ou plusieurs. Et donc voici les différentes méthodes utilisées. Et donc toutes ces méthodes de classification supervisée ont eu en entrée les 6 descripteurs de croissance. Et donc on a ciblé chacun des paramètres de performance indépendamment. Et il était difficile de discriminer les descripteurs de croissance par rapport aux variables de performance. Et donc pour cela, donc on a utilisé d'autres méthodes de classification qui prennent en compte en fait, les plusieurs variables de performance en même temps et qui prennent en compte justement la relation entre les variables de performance ou non. Donc 2 types de méthodes on a utilisé, celles qui prennent en compte cette relation et celles qui ne prennent pas en compte cette relation. Donc les 2 techniques de classification, là on a par exemple les 2 types de techniques. On a en entrée l'ensemble des X qui est l'ensemble des attributs et pour chacune des cibles, après apprentissage, la cible va être intégrée dans l'ensemble des attributs de manière itérative jusqu'à fournir
la réponse finale. Donc ces méthodes-là vont considérer, on les appelle les méthodes du coup en chaîne, elles vont considérer la relation entre les différents défauts et les attributs. Il y a également d'un autre côté les méthodes qui ne considèrent pas les dépendances, donc elles vont apprendre de manière indépendante sur chacune des cibles. Et à partir de là, on va fournir en fait la réponse de manière indépendante. La prédiction elle va être faite de manière indépendante sur chacune des cibles. Le problème avec ces méthodes, ces premières méthodes, c'est que les cibles peuvent être, la définition aléatoire des cibles ont un impact aussi sur la performance, sur la précision de l'algorithme. Et donc les méthodes en chaîne étaient les méthodes les plus performantes. Les plus performantes, ce qui derrière veut dire qu'il y avait une dépendance entre les cibles et les descripteurs de croissance. Donc c'est-à-dire une dépendance entre la survie, les qualités du produit et nos descripteurs de croissance. Donc maintenant, dans la deuxième étape, on a décrit ces variables, ces groupes de croissance par les variables de performance. Et comme on pouvait s'y attendre, le moins d'ensemencement était la variable qui discriminait le mieux les groupes de croissance. Donc on a confirmé ça avec des tests d'ANOVA et qui ont confirmé que par paire de clusters, on avait des distributions qui étaient significatives. Et les p-valeurs étaient beaucoup plus faibles pour ces tests. Donc on peut voir par exemple pour le cluster 1, comme vous pouvez s'y attendre, que les élevages ensemencés dès le mois de janvier et février, dès le mois de février plutôt, ont une courbe, ont un point d'inflexion qui arrive beaucoup plus tôt, au moment de l'évolution de la croissance. Donc en conclusion de cette première étape, on a mis en place... en conclusion de cette étape, on peut dire qu'il est possible de mettre en place des normes de croissance en fonction du mois d'ensemencement. On n'a pas noté d'effet sur les autres variables, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet sur ces variables, les variables forçantes. Donc s'il n'y a pas d'effet sur le jeu à disposition, sur le jeu de données à disposition. Donc les méthodes de classification multilabel ont mis en évidence des relations entre la croissance et les défauts. Donc on a vu que les méthodes n'étaient difficilement interprétables en raison du problème, par exemple, de l'ordre aléatoire d'intégration des cibles. Et donc dans la méthode de clustering, dans la méthode de classification supervisée, on a mis en évidence la relation entre le mois d'ensemencement et la croissance. Donc, et potentiellement, les données météorologiques, par exemple, comme la température. Maintenant, c'est de savoir comment intégrer justement ces séries temporelles environnementales, là, donc l'évolution de la qualité du milieu, dans le modèle. Et comment modéliser le lien entre le milieu d'élevage, la croissance et la productivité. Et donc, pour cela, dans la deuxième étape, nous allons intégrer les séries temporelles de qualité du milieu, que sont la température, l'oxygène, etc., le renouvellement d'eau, donc les séries de gestion et les séries environnementales. Et on est dans le cadre d'un problème d'analyse, de clustering de séries temporelles monovariées et multivariées. On avait vu donc le lien, on avait mis en évidence le lien entre le mois d'ensemencement et la croissance, mais on a aussi déterminé des groupes sur la performance de l'élevage et on a décrit du coup ces groupes par la température. Donc on peut voir à peu près qu'il y a un lien entre l'évolution de forme de la température et les groupes de survie. Et donc, dans la deuxième étape, comme il s'agissait d'intégrer justement ces séries temporelles, il faut savoir que dans la littérature, il y a trois types de méthodes de clustering de séries temporelles. Donc, les méthodes qui sont basées sur les caractéristiques. Cette fois-ci, on va décrire les séries avec différentes caractéristiques comme la moyenne, le minimum, le maximum, etc. Mais étant donné que les séries avaient des variations importantes, ces caractéristiques pouvaient ne pas être fiables, représentatives en fait de l'évolution des variations importantes. Dans le deuxième cas, donc il y a les méthodes qui sont basées sur le modèle. Donc, cette fois-ci, on est dans le cadre d'un... Il faut d'abord en amont discrétiser ou bien modéliser la série. Et ensuite, on utilise des modèles classiques qui permettent de générer des coefficients. Et c'est à partir de ces coefficients-là que la méthode prédit que fournit une prédiction en fait sur les valeurs des séries. Et nous, on s'est basé plutôt sur les méthodes qui considèrent directement les formes. Donc ces méthodes-là utilisent des mesures qui sont adaptées justement à la série
Et ensuite, elles utilisent des méthodes classiques, comme on a vu précédemment, des méthodes classiques de série de clustering, de clustering sur des données statiques. Donc voici deux types de méthodes sur lesquelles qu'on a utilisées. Donc K-shape, qui était une des méthodes les plus performantes dans la littérature. Et on a utilisé également K-means clustering, qui est une méthode adaptée au clustering de séries de données statiques, mais qui est couplée avec une mesure de distance qui est adaptée aux séries temporelles. Donc là, on a appliqué K-shape sur les séries de température et en scindant ces groupes de séries en fonction de la série médiane et en décrivant ces séries avec les variables de performance, on s'est rendu compte qu'il y avait potentiellement un lien entre l'évolution de l'amplitude de ces séries et la qualité de l'élevage, ou encore ici, la productivité. Donc on est dans le cadre d'un problème de variabilité d'amplitude. Donc cette approche a été appliquée aussi à d'autres variables de gestion, comme le renouvellement d'eau, d'autres variables environnementales, comme l'oxygène dissous. Et donc on peut voir ici qu'à chaque fois qu'on scindait les groupes obtenus par la méthode existante, en fonction de la valeur médiane ou moyenne, on avait également des résultats similaires. Et donc ces méthodes de clustering utilisent donc des mesures qui sont adaptées aux séries. Donc par exemple la mesure SBD qui est celle utilisée par K-shape. Et nous on a utilisé plutôt la méthode DTW Dynamic Time Wrapping. Donc cette méthode est considérée comme l'une des méthodes les plus performantes, comme l'une des approches, des mesures les plus performantes justement pour comparer deux séries. Sauf que ces méthodes prennent en compte le décalage sur l'axe des X, mais ne prennent pas en compte la différence d'amplitude des séries. Et donc nous, notre méthode prend en compte à la fois et l'évolution des formes et l'évolution d'amplitude de ces séries. Et pour ça, du coup, on va appliquer une méthode existante sur le jeu de données. Et à partir des groupes obtenus, donc on va appliquer une nouvelle mesure de dispersion. Et cette mesure de dispersion va nous permettre d'affiner les clusters autour du représentant. Donc la méthode elle a été publiée dans DEXA. Donc là, je vais vous parler de la mesure de dispersion. Et donc cette mesure de dispersion, elle va utiliser les distances entre la série moyenne et l'ensemble des séries du groupe. Elle va considérer, puisque ces séries, en fait, elles suivent une loi normale autour justement de cette moyenne, de cette série moyenne. Donc la mesure de dispersion, c'est l'écart type des distances sur l'entropie. Et au fur et à mesure, en fait, on va intégrer dans le cluster, donc on va sélectionner dans l'ordre des distances des séries par rapport aux représentants. On va l'intégrer au fur et à mesure, de manière à ce que, tant que ces séries respectent un certain seuil, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ajoute une série, on va recalculer la mesure de dispersion et on va s'assurer qu'on n'est pas au-delà d'un certain seuil. Si on dépasse un certain seuil, donc on arrête d'intégrer ces séries et on va considérer en fait un groupe de séries sélectionnées et un groupe de séries non sélectionnées. Donc voici les paramètres de la méthode. Donc dans le groupe, dans le jeu de données original, donc on va déterminer le nombre de clusters initiaux justement pour regrouper en amont les séries. Ces clusters vont nous permettre d'obtenir ce nombre K de clusters initiaux et à partir de ce nombre de K, on applique la mesure de dispersion et on obtient un ensemble de séries non sélectionnées. Et donc nous allons appliquer ensuite de manière itérative ce process sur les séries non sélectionnées tant que le nombre d'instances non sélectionnées est supérieur à K, c'est-à-dire le nombre de clusters initiaux. On a validé en fait l'approche sur un ensemble de jeux de données en ligne, donc un ensemble de jeux de données de séries temporelles monovariées qui avaient différentes classes. Donc on a scindé ce jeu en fait en deux types de données, les jeux simples et les jeux particuliers. Donc dans les jeux simples, on avait un nombre de classes beaucoup plus réduit que les jeux particuliers. Et donc, on a déterminé des mesures de performance qui considèrent la différence d'homogénéité entre notre méthode XMINTS et la méthode la plus performante K-shape.
Et donc, les clusters obtenus à partir de notre méthode étaient beaucoup plus homogènes sur le jeu de données particulier, c'est-à-dire sur les séries qui étaient beaucoup plus importantes et avec un nombre de classes aussi beaucoup plus important. Et elle avait aussi une performance assez comparable en fait sur les données, sur le jeu de données qui était simple. Une performance comparable à la méthode K-Shape. Donc sur les données Aquacol, donc on a appliqué cette nouvelle méthodologie. Donc par exemple là sur des variables de gestion comme les 50 premiers jours d'alimentation. On peut voir ici que K-Shape fournit des clusters qui ne sont pas très homogènes. Donc l'homogénéité en fonction de l'évolution de l'amplitude et des formes des séries. Tandis que notre méthode permet d'extraire des groupes beaucoup plus homogènes en fonction de l'évolution de cette amplitude. La méthode a été appliquée à d'autres variables environnementales et d'autres variables de qualité du milieu comme la température, avant cette fois-ci le point d'inflexion de la croissance. Et on a pu déterminer à partir de ça des intervalles de température qui permettaient en fait une survie un peu plus élevée ou encore une vitesse initiale, un taux de croissance initial qui était élevé. La méthode a été appliquée à d'autres données comme l'évolution de la salinité de l'eau. Donc on a également extrait des informations intéressantes. Et donc maintenant, c'est de savoir quels sont les effets conjugués de ces variables sur la qualité du milieu, c'est-à-dire l'ensemble des séries temporelles de qualité du milieu, en considérant cette fois-ci les différents niveaux de résolution qui ont été sélectionnés à partir des périodes analysées, c'est-à-dire avant le point d'inflexion, comme la température en début d'élevage ou encore les 10 premières semaines de salinité. Et donc là, je vais d'abord vous décrire qu'est-ce qu'un ensemble de séries temporelles multivariées et multi-échelles. Donc on va considérer un ensemble de séries temporelles multivariées comme un ensemble d'individus qui sont tous décrits par des variables temporelles communes. Donc là, on a la première variable, la seconde et la troisième. Et donc dans le cas où ces séries sont relevées à différentes fréquences, par exemple hebdomadaire pour la première, journalière ou encore horaire pour la seconde, là on est dans le cadre de séries temporelles multivariées et multi-échelles. Donc l'objectif du clustering de cet ensemble de séries est de déterminer des groupes homogènes en fonction de l'évolution des formes et d'amplitude des séries qui découvrent chaque individu. Donc on regroupe les individus en fonction de ces séries et de manière homogène. La contrainte ici, c'est que par variable, les séries elles sont plus proches de leur représentant que du représentant d'un autre cluster. En gros ici, on a par exemple l'ensemble des représentants du cluster, l'ensemble des représentants de la variable 1. Et donc les séries qui sont dans ce groupe et qui sont associées au premier cluster multivarié sont beaucoup plus proches de ce représentant-là que du représentant RC2. Et donc pour arriver à ça, donc on a appliqué la méthode Xmin TS sur chacune des variables et de manière indépendante. Ça nous a permis par la suite d'obtenir ces fameux représentants qui sont fiables. Et donc, pour chacune des variables, on a un ensemble de représentants. Et donc, on a utilisé ces représentants en tant que nouveau jeu de données pour justement ensuite un jeu de données statique sur lequel on pourra continuer à appliquer des méthodes de clustering. En ligne, donc, nous avons les individus et les valeurs de cette matrice sont les distances entre les séries par variable, donc les distances entre les séries et les représentants de chacun, et les représentants associés aux différentes variables et généré par Xmin Time Series. Donc là, par exemple, ici, on a la distance entre la série 1 de l'individu 1 de la variable M par rapport au représentant ici du cluster K de la variable M. Donc il peut y avoir en fait plusieurs représentants en fonction des variables. Les nombres de représentants ils peuvent être différents. Et donc ensuite, on a découpé hiérarchiquement cette matrice en appliquant la méthode K-means, donc la méthode de clustering adaptée aux séries, aux données statiques. On a défini un nombre. Le nombre paramétré en entrée de cette méthode était le même nombre qui était utilisé en entrée de la méthode Xmin-TS. Donc on a regroupé en fait l'ensemble de ces individus. On a regroupé l'ensemble de ces individus. Et donc on s'est intéressé aux séries de chacune des individus pour vérifier. On a vérifié ensuite que pour chacune des composantes ici monovariées, on avait le respect du seuil de dispersion. Et donc si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que la composante monovariée ne respectait pas ce seuil de dispersion,
eh bien, on réappliquait, on recalculait les distances à l'intérieur et les représentants, et on réappliquait la méthode K-means sur ces individus-là, sur ce sous-groupe d'individus, tant que pour chaque composante monovariée, on avait le respect de ce seuil de dispersion. Donc la méthode, pour être validée, donc elle a été testée sur un ensemble de jeux de données. On a fait un ensemble de tests, plusieurs milliers de tests, et on a modifié dans ces tests en fait, les paramètres d'entrée qu'on a vu tout à l'heure, donc le nombre de clusters initiaux et les seuils. Et donc il n'y avait pas dans la littérature de méthode de clustering de séries temporelles multivariées et multi-échelles. Donc, et pour ça, afin d'analyser la qualité de ces clusters obtenus, donc on a fait varier ces seuils et on a regardé l'homogénéité. Et donc plus le seuil était faible, l'homogénéité était élevée. Donc la méthode est assez performante. On voit ici une variable, une performance, donc qui permet de déterminer si des paires de séries sont de la même classe et sont dans le même groupe. Donc en appliquant ces données aux données à Quacol, donc à l'ensemble des variables temporelles, on a utilisé la méthode XMIN MMTS, donc qui s'appelle XMIN MMTS, et sur l'ensemble des séries temporelles et donc considérées à différentes résolutions, c'est-à-dire les séries hebdomadaires, donc les 20 premières valeurs, les 20 premières semaines d'élevage, de température, de salinité et de renouvellement d'eau, les valeurs hebdomadaires avant le point d'inflexion, donc le renouvellement d'eau par exemple et la salinité. On a aussi on a aussi intégré dans le modèle des séries journalières, donc les 150 premiers jours d'élevage, et ces mêmes séries journalières avant le point d'inflexion. Donc une période qui serait pertinente pour prédire justement la qualité et la productivité de l'élevage. Donc je vous présente ici deux clusters, le cluster 9 et le cluster 7. On voit ces différentes variables, la température hebdomadaire, la salinité, le renouvellement, etc. Donc on peut voir que les groupes sont assez homogène en termes d'évolution de chacune des séries, d'évolution d'amplitude de chacune des séries au cours du temps. Et ces paires de clusters sont présentées parce que donc elles ont, pour différentes variables de performance, elles ont la distribution de ces variables sont assez significatives. Donc il est possible ici d'interpréter et de définir des normes. Et cette méthode de clustering de séries temporelles multivariées et multi-échelles a mis en place un effet ferme, c'est-à-dire qu'elle a pu regrouper les fermes, contrairement à la méthode monovariée, en considérant, en intégrant dans le modèle les données de toutes les fermes. Elle a également mis en évidence un lien entre le paramètre C de Gompers et les défauts sur les branchies oranges. Donc c'est après, suite à une analyse statistique de ces distributions, cette information revenait pour chaque paire de clusters pour lesquels on avait des distributions significatives pour ces deux variables. Donc ces effets-là n'étaient pas visibles dans la méthode monovariée, sauf que la méthode monovariée est quand même importante parce qu'elle permet d'extraire des informations à l'échelle de la filière, contrairement à la méthode multivariée qui, elle, est beaucoup plus ciblée. Et donc, pour conclure cette thèse, donc j'ai défini en fait une méthodologie qui permet d'analyser les données, les différentes données complexes qui sont générées dans les systèmes de production. Donc voici ici la synthèse en fait de cette méthodologie. Et donc en conclusion de cette thèse, je me suis attaqué ici aux trois verrous scientifiques qui ont été précédemment. J'ai apporté des solutions en fait aux différents verrous scientifiques. Donc de créer une nouvelle méthodologie de croisement des données de production et des données de qualité. Nous avons également créé un clustering de séries temporelles qui prend en compte l'évolution de l'amplitude des formes dans le temps. Et ça nous a permis d'extraire des informations, des connaissances, de nouvelles connaissances sur les variables de gestion et sur les variables environnementales. Et enfin, le troisième verrou, ça a été de créer donc, cette méthode de clustering sur les ensembles de séries temporelles multivariées et multi-échelles qui a permis d'extraire d'autres types de connaissances comme l'effet des fermes sur la qualité de l'élevage. Donc là, d'autres perspectives ici à ce travail de recherche sont d'intégrer les autres paramètres qui n'ont pas pu être intégrés dans le modèle, donc les paramètres et notamment les variables forçantes, comme les paramètres édaphiques,
et surtout d'intégrer la météorologie, en fait, des données qui sont des données forçantes sur lesquelles le fermier ne peut pas agir, comme par exemple la météorologie, et donc définir en fait des modèles qui prennent en compte directement la météorologie et la qualité de ces élevages. Et notamment d'interpréter également les résultats avec les experts métiers, donc les résultats obtenus sur le clustering de séries temporelles monovariées et multivariées. Comme autre perspective à de cette production animale, qui est une production monoculture, donc c'est au niveau de l'acquisition de données, c'est d'automatiser justement cette acquisition afin de, par exemple, de déterminer, d'identifier durant l'élevage, de reconnaître durant l'élevage l'apparition des différents défauts, de normaliser la base de données, de manière à ce que ces données soient exploitables et en prenant en compte en fait les résultats précédents, les résultats des classifications non supervisées, monovariées et multivariées, et enfin de normaliser à l'échelle de la filière les protocoles de suivi de ces données, afin de mettre en place une démarche qualité sur l'acquisition et la gestion de ces données. Notre perspective est de déterminer des outils ergonomiques de manière à ce que les acteurs de la filière puissent s'approprier ces méthodes, s'approprier ces outils. Et enfin, de coupler ces données aux données économiques, les données de production et les données de performance aux données économiques. Et enfin, en sciences de données, les perspectives aux méthodes créées sont de coupler ces méthodes avec une méthode de classification supervisée, donc de pouvoir prédire la qualité de l'élevage en fonction de l'évolution de différentes variables de qualité du milieu, et de rechercher également automatiquement un seuil de la mesure de dispersion, et qui permettra ensuite d'optimiser l'homogénéité finale des clusters obtenus. Et enfin, de rechercher des combinaisons qui sont intéressantes et qui permettent aussi, en entrée de la méthode multivariée, d'augmenter cette homogénéité. Donc on va commencer par les rapporteurs. Donc il y a un des rapporteurs, comme je l'ai dit, qui était absent pour maladie, mais que je donnerai le message. Mais un rapporteur est présent. Il est un peu loin comme moi. Je crois qu'il est à l'université de Shenzhen en Chine. Philippe Fournier-Vigé. Donc je vous donne la parole pour les questions. Ok, merci. Excusez-moi, bonjour. Ok, donc tout d'abord, quelques commentaires. Je veux dire, la présentation était très bien. J'ai trouvé que c'était bien expliqué, une bonne présentation. Et aussi, avec la thèse qui était, à mon avis, bien structurée, bien écrite. Maintenant, j'aimerais poser quelques questions. Dans la thèse, faire la conclusion, au niveau des perspectives de travaux futurs, c'était mentionné, par exemple, que on pourrait tenir compte peut-être de l'impact de la qualité du sol sur l'eau, par exemple. C'est-à-dire ajouter d'autres données pour complexifier un peu le modèle, peut-être dans des travaux futurs. J'aimerais juste rapidement te poser la question. Bon, évidemment, ce serait dans des travaux futurs, donc je n'attends pas une réponse précise, mais j'aimerais savoir comment est-ce que tu envisagerais ça, tenir compte de la qualité du sol dans ton modèle, dans ton étude. De manière un peu équivalente à ce qui s'est fait sur l'intégration des données de gestion. Donc on va le faire en fait pas à pas. On va faire pas à pas. Donc on va cette qualité en fait elle a aussi un impact. Elle a un impact qui n'est peut-être pas visible directement sur la production, sur la productivité. Donc l'idée c'est de considérer un ensemble de paramètres édaphiques sur une période importante et de passer par d'abord des modèles descriptifs avant d'essayer comme on a fait précédemment, de décrire en fait ces groupes. Il faut savoir que ces données en fait elles sont plutôt statiques, ce sont des données statiques. Donc les intégrer dans le modèle, c'est les intégrer en amont des séries du clustering de séries, ou encore c'est à partir des différents descripteurs qui ont été générés, donc les descripteurs fiables, c'est d'intégrer ces données, peut-être de discrétiser par exemple ces descripteurs ou de caractériser ces descripteurs
et ensuite d'intégrer les paramètres EDAFIC dans un modèle. Donc on va réduire en fait l'information à des données statiques. Et à partir de ce jeu de données, on pourra peut-être appliquer des méthodes de... Je ne sais pas si... D'accord. Oui, ça va, merci. Okay. J'ai aussi une autre question à propos de l'approche de clustering temporel. J'aimerais savoir, d'après vous, est-ce qu'il y a un impact par rapport à la granularité du temps, c'est-à-dire l'espace temporel entre les données que vous avez utilisées? Il y a un impact sur la granularité, sur le niveau, sur les fréquences d'acquisition. Il y aura un impact. Il y aura certainement un impact de ces niveaux de résolution. Et donc, c'est pour ça que la base de données, derrière, elle doit être... on a déterminé en fait une démarche de qualité. Il y a certainement un impact. Il peut y avoir un impact, ça reste des données quand même, des données réelles. Donc, il peut y avoir des fortes pluies. Ça peut donc impacter directement la qualité de l'élevage. Et donc, l'impact peut être visible ou pas. L'impact peut être visible ou pas. Et donc, on a considéré aussi, dans l'analyse des séries temporelles, on a considéré pas seulement les valeurs moyennes, mais c'est aussi d'intégrer les différences de données, les différences hebdomadaires et les différences entre 2 jours successifs. Et de regarder, du coup, avec cette différence, s'il y avait un impact, en fait, et de décrire les clusters obtenus à partir de ces données, s'il y avait un impact. Si les données de performance si la distribution de données de performance était représentative. OK, d'accord. Merci pour les clarifications. Merci beaucoup. J'aimerais te poser une dernière question. En général, faire une thèse, ça prend plusieurs années. Bon, c'est un long travail. Et au fil de la thèse, tu as eu certains résultats, tu as pris des décisions. Maintenant, en 2022, si tu avais, par exemple, à refaire certaines choses dans ton travail, à reprendre au début, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais changer ou des leçons que tu as tirées du processus? Oui, en fait, il y en a beaucoup. Au début, en fait, j'avais pas accès directement aux séries temporelles. Et donc, je souhaitais plutôt passer par une méthode, discrétiser ces séries et déterminer en fait un ensemble de valeurs, un ensemble de catégories qui permettaient de modéliser, de représenter en fait l'évolution, par exemple, de la température. Pareil pour les séries d'oxygène, pareil pour les séries de salinité. Et à partir de ce nouvel ensemble de données, donc ces nouvelles domaines de définition, l'idée c'était de passer par des méthodes en fait comme des méthodes comme les règles d'association. Et c'est surtout à ce niveau-là en fait que j'aurais aimé analyser les données et aussi de déterminer une structure qui permette de prendre en compte, comme des structures un peu complexes, mais qui permettent de prendre en compte l'évolution des relations à différents niveaux de l'élevage. Parce que là, on considère la température, on prend en compte les séries temporelles sur l'ensemble de l'élevage, mais j'aurais aimé en fait avoir une vision un peu plus fine en fait de l'évolution et des interactions des évolutions de ces différentes variables, de décrire. Mais voilà, après ça impose derrière aussi de définir en fait une méthode pour discrétiser. Ça impose derrière de s'assurer que la manière de discrétiser n'entraîne pas derrière une perte d'information ou bien qu'on reste cohérent par rapport à l'ensemble des jeux de données. OK. D'accord. Donc, je pense que ça va. Merci pour les réponses. C'est tout pour moi. Merci. Merci. Donc, je vais lire le message donc maintenant de Pascal Poncelet, qui est vraiment désolé de ne pouvoir assister à la soutenance, surtout qu'il était curieux de voir comment Jana avait mis en avant les principales contributions. Donc voilà le message. Comme vous avez pu le voir dans mon rapport, j'ai beaucoup aimé le contexte de votre thèse. Je sais que celui-ci est difficile car vous avez dû travailler avec des données absentes, hétérogènes, pas de même granularité.
et vous avez réussi à donner des résultats utiles. Je n'imagine pas le nombre d'expérimentations que vous avez dû mener. J'ai également très apprécié vos contributions scientifiques. N'étant pas présent, je ne vais pas vous embêter avec de nombreuses questions, juste celles qui me semblent aussi d'intérêt pour le jury. Donc, comme je le précise dans mon rapport, XMIN-TS est réalisé après une phase de clustering. N'aurait-il pas été possible d'intégrer la mesure de dispersion dans l'algorithme de clustering et éviter une seconde étape? Voilà la première question du rapporteur. Sur l'approche XMIN-TS, on aurait pu le faire. On aurait pu le faire, mais l'approche XMIN-TS, elle réagit un peu elle est un peu équivalente en fait à cette approche l'approche XMIN-TS plutôt, elle est équivalente en fait à ce qu'on a fait. Pas très, pardon, Janaï, l'approche XMIN-TS, elle génère d'abord des clusters à partir de k-means, et après, elle s'intéresse à la probabilité, à la distribution des valeurs dans les groupes avant de continuer en fait à découper les groupes qui ont été déjà obtenus. Donc l'intégrer, dans cette méthode XMIN-TS, ça reviendrait simplement à changer la manière de redécouper en fait ces groupes obtenus par k-means. Dans la deuxième méthode k-means, la méthode k-means, on aurait pu intégrer la mesure de dispersion. Sauf que la mesure de dispersion va de manière itérative en fait rajouter les séries en fonction de leur distance par rapport aux représentants. Et il faut d'abord s'assurer que les groupes, que les séries, ils ont les séries qui sont dans le même groupe, elles évoluent de manière assez homogène avant d'affiner sur l'amplitude. Donc on ne pouvait pas, parce que la méthode k-means, ça va chercher à converger d'abord, donc à créer des groupes homogènes et à définir des représentants. Donc on ne pouvait pas directement intégrer. Je pense là en fait à intégrer dans le futur, dans l'avenir, je pense à intégrer cette mesure de dispersion directement dans k-means. Et je n'ai pas encore déterminé la manière de le faire. Donc il faut d'abord s'assurer qu'il y a convergence avant de revenir. C'est assez glouton, mais l'intégrer directement, c'est assez complexe. D'accord. Alors, dans la suite du message, dans votre mémoire, vous abordez les séries temporelles. J'aurais bien aimé savoir si vous aviez regardé les approches symboliques comme Sachs pour transformer vos séries. Des fois, cela peut apporter des résultats intéressants. Et le fait que ce soit symbolique, ça peut apporter aussi des informations sur les raisons. Est-ce que donc tu as regardé les approches symboliques comme Sachs pour les séries temporelles? J'ai pas intégré. Enfin, c'était la première question C'était la question de Philippe là, à laquelle j'ai répondu sur est-ce que j'aurais aimé en fait approcher différemment les données. Donc c'était justement d'utiliser Sachs, c'était justement d'utiliser ces méthodes-là et de voir, parce que Sachs en fait il va discrétiser en fonction de l'amplitude. Il va discrétiser en fonction de l'amplitude, ce qu'après déterminer les relations entre ces différentes séries, entre les différentes variables temporelles ou au sein même d'un groupe de séries temporelles, ça peut être assez particulier parce qu'il faudra définir l'ensemble des classes, ne pas trop en définir assez qui soit assez représentatif, ne pas trop parce qu'il y a une forte variabilité à l'intérieur dans les données, donc on aurait pu avoir plein de classes et après viendra l'idée d'interpréter en fait de déterminer en fait les relations et d'interpréter ces relations. Donc là le problème il venait en fait de trouver des classes qui soient assez représentatifs et dans lesquelles on ne perdait pas l'information. Et non, j'ai pas. Enfin, voilà, il y avait les données, elles sont arrivées, donc on était passé par la croissance. Et de cette croissance, on a découvert en fait que l'évolution d'amplitude avait un impact sur la qualité. Et c'est à partir de là que l'utilisation des méthodes qui prennent directement en compte l'évolution d'amplitude et des formes ont été utilisées. D'accord. Alors, sinon, il finit son message par « Encore bravo pour votre travail et je vous souhaite une très bonne continuation ». Voilà, okay. Le message de Pascal Poncelet. Donc, après les rapporteurs, il est d'usage de donner la parole donc, aux examinateurs. Donc ici, je donne la parole à Thierry Logier. Ok, merci. Merci à Janaï Tokoto pour sa présentation. Alors, la thèse, c'est une thèse en informatique. Donc, moi, je ne suis pas informaticien. Donc, c'est vrai qu'à la lecture de la thèse, il y a eu
certains chapitres qui ont été un peu arides pour moi, un peu difficiles à lire, notamment le chapitre 3. Je suis plutôt un biologiste, mais j'ai trouvé que la façon de rédiger cette thèse avec l'enchaînement des chapitres, la façon d'amener au fur et à mesure la progression, ben, ça m'a facilité cette lecture-là qui aurait pu être très, très compliquée pour moi. Et donc, du coup, j'ai fini par comprendre à peu près l'essentiel des choses. Voilà. Donc j'ai beaucoup apprécié la façon dont vous aviez construit votre thèse, la façon dont elle est rédigée, dont les choses sont présentées, qui permet, moi, en tant que biologiste, de un peu appréhender. Après, j'ai une question sur l'ensemble des outils développés, des algorithmes développés. À la fin, je me dis, les résultats obtenus sur les données de la filière sont quand même assez on trouve, réduits. Pas énormément de résultats, pas beaucoup de liens entre différentes choses. Je me dis, est-ce que ça t'a étonné, est-ce que ça vous a étonné ce peu de résultats? On aurait pu penser que vous auriez mis en évidence des patrons un peu plus importants, des relations plus importantes, parce que vous avez traité un grand nombre de données avec des outils apparemment puissants, mais à la fin, je me dis, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que ça vous a étonné? Dans la démarche, en fait, c'était de créer justement un ensemble d'outils scientifiques, de méthodologies pour que ce soit assez générique en fait et qu'on puisse extraire des informations à partir de différents systèmes, différents types de production, comme la production d'autres animaux. Et la méthode, elle est quand même, elle reste assez générique justement pour ça. Sur l'extraction des connaissances des séries monovariées, puis le croisement avec la performance, j'aurais souhaité en fait poursuivre derrière. J'aurais souhaité poursuivre et j'aurais souhaité mettre en évidence en fait l'évolution justement de ces représentants là, les représentants qui sont fiables, de regarder en fait l'enchaînement, en fait, discrétiser par exemple ces représentants, de décrire à ces représentants et d'associer à ces descriptions-là la qualité, et de préciser en fait l'évolution de la performance, de différentes performances en fonction des distributions, d'affiner justement cette distribution. Et ce que je voulais en fait vraiment faire, c'était de superviser du coup cette méthode, superviser et m'assurer derrière que les variables de qualité peuvent être plus ou moins corrélées à l'évolution des séries. Et c'est pour ça que ces résultats ne sont pas aussi probants sur le jeu de données aquacole et sur la qualité du milieu. Elles ont mis en évidence en fait des performances qui sont excellentes sur les jeux de données en ligne. Mais c'est vrai que derrière, il manquait en fait le fait de superviser la méthode et de pouvoir prédire, parce que je pense que c'était ça qui était intéressant, c'est de pouvoir prédire en fait la qualité de l'élevage. Il y a différentes périodes d'élevage. D'accord. Ok, merci. J'avais une autre question à propos sur les séries temporelles et la variabilité des séries temporelles, et notamment dans votre conclusion, vous évoquez le fait de pouvoir mettre en place des outils de lissage de ces séries temporelles, notamment sur des paramètres comme l'oxygène dissous ou d'autres paramètres. Mais l'une des parties, est-ce que ça serait pas plus pertinent d'essayer de trouver comme vous l'avez fait sur la croissance, de trouver des paramètres qui, au contraire, identifient la variabilité de ces paramètres-là, enfin la caractéristique, parce qu'en fin de compte, c'est bien l'instabilité du milieu à un moment donné qui va générer chez les crevettes un certain nombre d'inconforts et donc de performances moindres. Alors, parce que lisser, c'est aussi perdre cette information. Mais vous le notez d'ailleurs que c'est la perte de l'information. La particularité là avec les données réelles, c'est qu'elles sont très variables.
Je parle de lissage parce que sur les données en ligne, on n'a pas autant de variabilité. Donc, c'est assez facile, on dirait comme ça, c'est assez facile en fait d'obtenir des groupes assez homogènes. C'est vrai que cette variabilité, elle doit être prise en compte parce que elle peut impacter en fait, ça peut être un facteur de stress, peut impacter en fait l'animal. Et pour ça en fait, ça n'a pas été présenté ni dans la thèse ni là, mais en fait il y avait des tests qui ont été faits sur justement la différence de valeur, la différence journalière, la différence hebdomadaire de ces valeurs, afin de voir en fait s'il y a un impact, sur ces variations. Mais là encore, trouver qu'il y a un impact et pouvoir décrire cet impact sur les données qu'on a, sur les données avec cette forte variation, je pense que le lissage, peut-être un lissage aurait apporté peut-être à la fin, aurait apporté peut-être un peu plus d'interprétabilité sur les résultats. Ça reste encore des séries qui sont assez complexes, d'évolutions qui sont assez complexes. Et puis comme voilà, on est aidé derrière par les thématiciens, par les autres experts, par les autres thématiciens, on n'a pas, nous, en tant qu'informaticiens, la possibilité d'interpréter en fait ces résultats. Donc là, le problème, il vient en même temps de pouvoir les interpréter, ces résultats, et en même temps de pouvoir définir en fait cette perte d'information dans la méthode, qui peut intervenir dans la méthode. D'accord, ok. Eh ben, merci. Moi, je n'ai pas d'autres questions. Je vais juste répéter que j'ai été très intéressé par votre thèse. Et je pense que la grande originalité de votre thèse, c'est d'avoir couplé et croisé deux approches, une approche informatique avec le développement d'un certain nombre d'algorithmes, et puis sur une filière, donc ce que vous appelez les données sur des ressources biologiques. Et je pense que vous avez autant appris dans votre domaine que sur le domaine de la creviticulture. Je pense que ça vous a passionné vu comme vous avez écrit dessus. Oui, voilà, je vous remercie. Merci. Merci. On va donc passer maintenant la parole aux encadrants et on va commencer par Hugues Lemonnier. Je n'entends pas les encadrants. 1, 2, voilà. Merci, Monsieur le Président. Alors, Janaï, à nous. Oui. Tu ne peux pas savoir comme je suis heureux d'être là, assis au premier rang de cet amphi 400. Heureux, enfin, d'être arrivé là. Parce que tu en as pris du temps, au final. Mais je n'ai pas dit que tu avais pris ton temps, ce qui n'est pas du tout la même chose. Tu as pris du temps, et je dirais que ma phrase est assez inexacte, en fait. Et je vais essayer d'expliquer aux uns et aux autres pourquoi tant de temps pourquoi cette durée de cette thèse. L'une des premières explications est liée à l'arrivée des données, ce que le jury n'est peut-être pas au courant, mais en fait, tu as reçu les données 1 an après le début de ta thèse, donc en 2e année. Donc ça, ça a été clairement un problème, en fait, et c'est pas du tout de ta faute, c'est un peu notre faute et la faute de l'ensemble de la filière, etc., puisqu'on a reçu vraiment très, très tardivement ces données-là. Donc, mais tu n'as pas perdu ton temps, puisque pendant cette période-là, tu as quand même valorisé ton Master 2, a priori, si mes souvenirs sont bons, et tu t'es aussi approprié justement les données d'élevage à travers des visites sur les fermes et la visite de la SOPAC. Et je me souviendrai toujours de ton retour de ta visite de l'atelier de la SOPAC avec les yeux qui brillaient, et tu décrivais l'ensemble de la production et l'ensemble de la détermination des défauts, de la qualité, ce qui t'est resté. Et ça, j'avais trouvé ça assez sympathique de ta part. Autre plan, c'est que pendant ces années-là, tu as aussi créé une entreprise. Donc d'avoir l'entreprise qui s'appelle aujourd'hui IAI, c'est ça? C'est ça? L'intelligence artificielle des îles. Donc, il fallait le faire déjà. Et donc, tu as cette entreprise-là, tu as déjà imaginé des données pour ton avenir, enfin des idées pour ton avenir. Et ça, on ne peut que te féliciter pour cette création et cette envie d'aller de l'avant. Après, il a fallu que tu fasses des cours, puisque après tes 3 années de thèse, il a bien fallu que tu manges et que tu fasses manger ta famille. Donc, tu as fait quand même 800 heures de cours
a priori. Donc en 2020 et 2021 et 2022. Donc tu as eu la chance d'avoir une ATR, tu as une chance d'être contractuel en 2022, justement pour pouvoir poursuivre cette thèse-là. Après, il y a eu la vie avec ses joies et ses peines qui n'ont pas été toujours un atout pour toi. Donc, mais au final, moi, ce que je retiens de cette thèse-là, ah oui, il y a un autre élément aussi qui a largement joué, c'est que nous sommes, bon, c'était une période où nous avons eu 3 référendums et donc un engagement politique de ta part à mon avis non négligeable. En tout cas, ça t'a bien occupé l'esprit. Mais ça, je dois avouer que c'est un élément important de ta personnalité et je trouve assez exceptionnel de voir des jeunes gens s'impliquer autant dans la vie politique de leur pays et du futur de ce pays-là. Donc moi, je ne peux que te féliciter pour ça. Mais au final, donc pour finir, c'est au final beaucoup de travail et la volonté d'aller de l'avant. C'est un peu ce que je retiens de toi. Mais j'aimerais te faire non pas que tu me répondes, parce que mon objectif n'est pas de te poser des questions, mais j'aimerais que tu réfléchisses à quelque chose. C'est de savoir si toute cette dépense d'énergie de toutes ces années-là, dans le domaine de la création d'entreprises familiales, de thèses, tout ça en même temps, si cette stratégie était d'avoir développé autant d'énergie dans une même période, ça a été la bonne stratégie pour ton avenir. J'aimerais que tu réfléchisses à ça et voir si le fait que tu dépenses autant d'énergie, autant de volonté dans une même période, est-ce pour toi réellement un atout ou une contrainte qui peut finalement t'empêcher d'aller de l'avant de manière rapide et de te faire respecter par tes pairs et entre autres en particulier, est-ce que tu ne penses pas que ça a engendré certaines incompréhensions par rapport à certaines personnes d'avoir pris ce temps pour arriver aujourd'hui? Mais personnellement, ça ne me pose aucun problème, mais ça n'empêche que certaines personnes il y a une certaine incompréhension qui a pu être mise en avant. Mais passons aux choses sérieuses et aux choses qui sont les plus intéressantes. C'est le contenu de la thèse. Et d'abord, je voudrais remercier Nadza de m'avoir fait confiance encore une fois et pour m'avoir inclus dans cette thèse, qui est une aventure interdisciplinaire, comme Thierry le suggérait. Et ça a été un travail qui a été très formateur. Et autre souvenir que je retiendrai, c'est les premières années avec toi, on a passé énormément de temps à essayer de comprendre, à essayer de décrire, à essayer d'avoir une approche pluridisciplinaire. Et je me souviens des premières années avec le fait de sortir de la salle de réunion avec un mal de crâne incroyable. Et parce qu'en fait, il a fallu absolument que j'apprenne votre vocabulaire d'informaticien. Et vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est quelque chose d'assez... un travail relativement important. Et c'est ça, en fait, le travail que tu as réalisé, que nous avons réalisé. C'est ce travail d'être capable de se comprendre les uns et les autres. Et donc de parler à peu près le même langage. C'est pas encore parfait en termes de compréhension, mais j'ai, grâce à toi et grâce à Nadza, appris énormément de choses sur les méthodes d'analyse et la manière de fouiller des données. Donc ça, c'était quelque chose qui restera pour moi dans ma carrière et qui est un élément fondateur de ma carrière. Bon, tu t'es formé à 2 disciplines au final, hein, donc c'était du l'interdisciplinaire, et je ne sais pas si les gens imaginent ce que ça vient vouloir dire pour un jeune doctorant de travailler en interdisciplinaire, c'est-à-dire être à la fois confronté à son propre domaine, c'est-à-dire l'informatique, et un autre domaine qui est de la biologie, où on ne peut pas dire que tu partais d'un niveau assez exceptionnel. Donc, il y a eu énormément de travail de ta part pour arriver et réussir à comprendre toute la partie biologie. Et donc là, rien que pour ça, franchement, je te félicite parce que c'était un pari qui était loin d'être gagné. On le sait tous, on veut tous faire de l'interdisciplinaire, du pluridisciplinaire. Il n'y a pas un projet aujourd'hui qui passe si on ne met pas de pluridisciplinaire dedans. Mais dans la réalité, ça veut dire être en mesure de se parler les uns des autres, parler le même langage, se comprendre, et pour arriver au Graal qui est la transdisciplinarité. C'est-à-dire non pas faire 1 + 1 = 2, mais 1 + 1 = 3. C'est-à-dire sortir de l'information au-delà des disciplines. Je ne sais pas si on est arrivé à cette notion de transdisciplinarité, si on y est arrivé, si réellement on y est arrivé. Mais je pense qu'on n'en est pas loin. Et dans cette thèse-là,
pour répondre à Thierry, à sa question tout à l'heure, si on n'a pas continué à exploiter les données de zootechnie et les données de la filière, c'est de ma faute. Enfin, c'est de notre faute avec Nadza parce qu'on a dit stop à un moment donné. Janaï, on l'aurait jamais arrêté. Il fallait l'arrêter à un moment donné. On y serait encore si on l'avait pas arrêté. À un moment donné, on a dit stop, c'est pas ton travail d'exploiter les données, les bases de données de la filière. Là, c'est du travail d'ingénierie dans un second temps. Et il y a tout un travail effectivement à réaliser pour sortir l'information cruciale et la transférer à la filière. Donc ça, c'était ça. Pour moi, ce travail-là, c'est vraiment, on a vraiment fait que la face émergée de l'iceberg. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et j'espère qu'on continuera à travailler dans ce domaine-là, mais j'y crois. Enfin, j'y crois. Scientifiquement, il y a énormément à faire dans cette. Et l'originalité de notre démarche, de ta démarche, elle était, bon, pour moi, elle est fondamentale. Bon, certains verrous scientifiques vont apparaître pour la suite. C'est évident que si on continue à travailler sur ces types de données, d'autres verrous scientifiques vont apparaître, d'autres thèses vont être nécessaires pour sortir d'autres verrous. Donc les questions sur les paramètres édaphiques, les questions sur les paramètres météorologiques, comment intégrer des modèles, pas des modèles, comment travailler sur des données. Par exemple, les paramètres édaphiques, pour ceux qui ne savent pas, ça peut être 100 valeurs, 100 mesures différentes pour un même point d'échantillon. Donc ça peut être des données très très massives, très complexes, très hétérogènes. Et là, c'est aussi un autre enjeu. Et comment intégrer ça réellement dans le jeu de données et y arriver, là, il y a encore du travail. Pour moi, donc, pour finir, cette thèse est pleine d'avenir. Mais comme je te dis, tu as pris du temps, mais je pense que ce temps était nécessaire parce que c'était extrêmement complexe et peut-être que le sujet en tant que tel qu'on t'a proposé, qui était un sujet pluridisciplinaire, était peut-être un peu trop ambitieux, de toute façon, pour le faire en 3 ans. Donc, j'espère pour toi que tu sauras faire les bons choix pour ton avenir, de continuer à être curieux et d'être pluridisciplinaire. Voilà. Maintenant, juste un petit truc. Travaille ta rigueur pour la suite. Merci, Hugues, pour cette intervention longue et passionnante. Et maintenant, nous allons passer à Naza. Merci, Monsieur le Président. J'ai plus rien à dire, en fait, il a tout dit. Bon, moi, je poserai pas de questions parce que c'est vrai que on a eu pas mal d'échanges, pas mal de questions scientifiques en termes d'aquaculture. Donc, c'est un sujet qui était très, très passionnant et tu as été passionné par ce sujet. Parce que tu as vraiment mis le nez dedans. Ce n'est pas évident de faire de l'informatique et de la biologie quand on est issu d'une formation biologique. Je ne vais pas poser de questions. Je vais peut-être dire ce que Hugues n'a pas dit, puisque bon, la plupart des choses, il les a dites. Je vais peut-être parler de ton parcours qui était quand même pas mal. Hein. Je te connais depuis ta licence, hein, puisque tu l'as passé à l'université ici. C'était Sciences pour l'ingénieur, parcours informatique. Et tu es parti en métropole faire un master à Brest. Brest, c'est quand même très froid, mais tu as réussi à faire un master là-bas. Et tu es revenu demander de faire un stage avec nous de M2. Bon, on t'a proposé un sujet sur la classification des habitats coralliens par des images satellitaires. Donc, tu as aussi une compétence dans ce domaine, puisque tu as travaillé dessus. Et d'ailleurs, il y a eu 3 publications. En attendant les données pendant ta thèse, tu as pu quand même publier sur ton master. Donc, après, tu as souhaité faire une thèse, et c'est là, en fait, à l'époque, on était en pleine collaboration avec Hugues, avec l'IFREMER. On s'est dit, bah, tiens, puisque tu es intéressé par des sujets du pays, tu voulais vraiment travailler sur quelque chose qui peut apporter quelque chose au pays. Donc, on s'est dit, bah, tiens, on a demandé à Hugues, et d'ailleurs à Thierry aussi. Et on t'a proposé effectivement, avec l'aide du GFA et de la SOPAC, de travailler sur ces données. Et je les remercie d'ailleurs parce qu'ils ils ont mis à disposition ces données pour que tu puisses travailler dessus. Alors,
certes, le travail de thèse a duré, on va dire, 6 ans, mais comme l'a souligné Hugues, il y a eu pas mal de choses. Et en même temps, moi, je peux dire, bon, comme on dit au rugby, une avancée petitement, mais sûrement. Donc, tu as peut-être avancé avec les contraintes que tu avais à côté, ton entreprise, puisque tu souhaites être entrepreneur, que tu dirigeais en même temps, que tu gérais en même temps, et puis en même temps, tu travaillais sur ta thèse. Donc, tu menais deux choses, plusieurs activités pendant ta thèse. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas aussi simple. Nous, les informaticiens, quand on travaille sur des données, on travaille sur des données de benchmark qui sont déjà prêtes, parfaites. Quand on développe des méthodes, on teste, on valide sur ces données-là et on compare avec d'autres méthodes et on est content. Mais quand on travaille vraiment sur des données réelles, sur lesquelles on a des problématiques réelles, ben, ce n'est pas la même chose. C'est très, très difficile de pouvoir sortir des choses. D'où le fait qu'il y a eu du temps avant de voir quelle méthode utiliser, quel est le paramètre à prendre en compte, si on croise les données, quelle méthode prendre, etc. etc. Tu as fait, comme le souligne aussi Pascal Poncelet, le deuxième rapporteur, que tu as dû faire des tests, tu as dû faire des scénarios, énormément d'exécution de méthodes pour voir ce que ça donne, quels résultats. Et ce n'est pas aussi simple de trouver des tendances et des régularités tout de suite. Parce qu'on ne sait pas, en fait, au début, tu partais sur un paramètre, ensuite tu croises 2 paramètres, 3 paramètres, et petit à petit. Et c'est là que tu as pu effectivement te dire, bon, bah, il y a des méthodes que j'ai pu appliquer des sciences des données, mais il y a quand même d'autres problématiques à résoudre par rapport aux données d'aquaculture. Et tu as eu l'idée, effectivement, de développer de nouvelles méthodes. Ce que je veux souligner, c'est que la méthode de clustering multivarié, multi-échelle, elle n'existe pas dans la littérature. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'autres scientifiques qui ont attaqué ce problème. Donc, effectivement, là, tu as créé une problématique, un sujet sur lequel les scientifiques, c'est-à-dire tu as apporté quelque chose académique et à la communauté scientifique. Donc, je pense que ta publication sur le clustering multivarié va être lue par pas mal de chercheurs parce que c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait et c'est quelque chose sur lequel les gens essaient de travailler. Bon, c'est sûr que quand on développe des méthodes, ben, il y a toujours des améliorations derrière à faire. Tu t'es posé pas mal de questions sur ta méthode. Il y a pas mal d'avantages de cette méthode, mais il y a aussi certains inconvénients qu'il faut résoudre. Et donc, il y a des choses encore à améliorer là-dessus, même s'il y a des résultats qui commençaient à ressortir. Pour revenir sur la question de Thierry Laugier, bah, pourquoi il n'y a pas de résultats, on va dire, en aquaculture? Parce qu'il y en avait tellement de résultats qui sont sortis, tellement de choses à comprendre et interpréter qu'on n'a pas eu le temps, en fait, parce qu'il nous faut des experts du domaine, des gens de thématiques qui nous disent, oui, là, effectivement, c'est des résultats importants, là, on ne sait pas des résultats, là, il y a des choses. Mais tu as touché tellement à ces données dans tous les sens, croisées, etc., qu'il y a tellement de résultats, même nous, on n'a pas pu, effectivement, choisir vraiment les résultats importants. Mais ça, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on restera en contact. Donc, il y a des choses à faire avec les collectivités, avec le GFA, la SOPAC, pour justement aller plus loin. Et ça reste donc, de toute façon, de l'ingénierie. Là, tu as trouvé effectivement la méthodologie de base, comment la démarche, comment attaquer ces données. Donc, tu as montré comment il faut faire. Maintenant, il faut sortir des résultats. S'il le faut, plusieurs résultats en fonction de plusieurs seuils, de paramètres. Et à partir de là, on travaillera avec les gens intéressés pour savoir quels sont les résultats importants à retenir de ce que tu as sorti. Mais certainement, il y a des choses importantes. Alors, ce que je veux dire en conclusion, donc ton travail
a apporté des outils pour l'aquaculture qu'il faut maintenant s'approprier et aller plus loin avec des solutions. Quelques solutions, on va dire, mais il y a d'autres solutions qu'il faudrait identifier. Il faudrait maintenant aller plus loin, s'approprier ces méthodes et définir une stratégie d'analyse des données en adaptant ces méthodes, ce qui est un travail, j'ai dit, d'ingénierie. D'autre part, tu as quand même apporté des contributions scientifiques, méthodologiques à la communauté en data science. Donc, tu as lancé quelque chose que les gens vont maintenant s'approprier et améliorer ou peut-être même proposer quelque chose qui ressemble. Et pour conclure, je n'ai pas dit quand même que ta présentation, elle était bien claire par rapport à il y a 3-4 jours. J'ai été très surprise et tant mieux. Tu as donc bien travaillé ce week-end. Et au final, tu as une présentation qui était bien faite et bien claire. Je te félicite. Et je félicite aussi ton travail. J'espère que tu auras l'occasion de continuer dans ce domaine de data science et de l'intelligence artificielle. Bravo, Jeanne. Merci, Monsieur le Président. Pardon, j'ai oublié de remettre le son. Merci. Donc, je vais finir cette séquence de questions avec le candidat et de remarques. Alors, moi, j'ai quelques questions. Tu as très peu parlé, Janai, dans ta présentation de qualité de données et de standardisation. Or, à la fin, dans les perspectives, tu dis qu'il faut standardiser dans les bases de données. Enfin, tu reviens sur ces points-là, mais dans la présentation, ça n'apparaît pas. Or, quand on est dans des données réelles, en général, on a un problème de qualité de la donnée et de standardisation. Est-ce que tu as été confronté à ce problème ou en fait, tu as eu la chance d'avoir des données excellentes, standardisées, faciles à intégrer? Non, en fait, la manière en fait, de récupérer ces données sur le terrain par les fermiers, au début, je remercie Benoît Soulard, l'ingénieur, en fait, il avait mis en place un outil qui permettait à chacun d'acquérir, en fait, d'enregistrer de la donnée, mais de manière un peu manuellement, en fait. Ils vont sur le terrain, ils relèvent. Donc ils relèvent la donnée, ensuite ils retournent sur le logiciel et puis ils enregistrent ces données dans le logiciel. Et donc grâce à cet outil, donc j'ai pu extraire, en fait, j'ai eu cette base de données à disposition en 2017, je crois. Et il y a eu il y avait une clause de confidentialité autour de ces données. Et puis en plus de ça, il y a des informations qui ont été enlevées. Et donc j'ai pas pu faire aussi si on revenait sur les méthodes, j'ai pas pu faire d'analyse spatiale et puis d'identifier en fait clairement les fermes. C'était dans la clause. Mais en tout cas, les données de base, elles pouvaient être biaisées en fait, parce qu'il y a l'acquisition, elle n'était pas automatique, elle se faisait de manière manuelle. Et au fur et à mesure, ils ont intégré des outils dans la production, des outils qui permettent d'automatiser l'acquisition de données. Il y a eu une mise à jour de la base de données récemment. Donc les fermiers aujourd'hui, ils sont contraints encore une fois maintenant de relever les données, mais cette fois-ci directement sur le papier. Et là, j'ai eu vraiment affaire en fait à ce problème. J'ai eu vraiment affaire en fait à ce problème-là de données qui sont imprécises et biaisées. Donc j'ai pris à peu près 6 mois en fait. Après les avoir reçus au bout d'un an, j'ai pris à peu près 6 à 8 mois justement pour pré-traiter toutes ces données. Et quand je parle de qualité, en fait, c'est plutôt dans la manière de les acquérir, ces données. Donc c'est un processus en fait, qu'il faudrait peut-être voir avec les collectivités, le gouvernement, de mettre en place en fait, à l'échelle de la filière, parce que c'est quand même une ressource importante de mettre en place en fait, des outils justement pour récupérer cette donnée. Il y avait du pH qui était un peu, qui dépassait un peu les 14. Il y avait de la température, il y avait un peu de tout en fait à l'intérieur. Donc j'avais vraiment des données qui n'étaient pas cohérentes. Et du coup, comment ça impacte tes résultats? Est-ce que tu as quand même, parce que là tu nous donnais des résultats, mais est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas à intégrer dans le résultat une information? Il pourrait dire, voilà, on a une tendance, mais cette donnée, cette information est vraie à 10%, 20%. Est-ce qu'on pourrait quantifier l'impact de l'erreur de la qualité, c'est ambitieux, hein, sur le résultat? Quantifier l'impact de
la qualité, c'est-à-dire définir des normes en fait, c'est-à-dire de définir des normes à l'échelle. Essayer de donner des intervalles de confiance sur les données d'entrée peut-être, et du coup de dire bon dans ce domaine-là on est assez sûr parce que les capteurs ont été vérifiés, donc là on est plutôt confiant. Cette partie-là on est moins confiant parce on sait qu'on a 10% d'erreurs de retranscription ou de mesure. Mais ça va dépendre de la manière, ça va dépendre de l'observation, ça va dépendre de capteurs, tout ça. Mais là, l'observation, elle a été assez objective, enfin, plus ou moins objectif, là, en fonction des fermes. Mais dans tous les cas, en fait, je remercie quand même les fermiers. Je remercie les fermiers d'avoir quand même fait ce gros travail en fait, d'acquisition de données. Et sur les problèmes, on revient encore sur un problème d'observation et sur un problème d'acquisition. Acquérir des données dans l'eau, ça reste quand même quelque chose d'assez complexe. Les faire remonter à la surface et les renvoyer dans des serveurs. Donc il faudra à un moment donné que, il peut y avoir, par exemple, le problème de turbidité, il peut y avoir des capteurs. Donc voilà, il y a des problèmes, J'ai une question qui suit un peu les questions qui t'ont été posées. Est-ce que les résultats que tu as obtenus pour toi, ce sont juste des confirmations d'intuition, de choses qu'on savait et qu'on a vérifiées avec les chiffres, ou est-ce que ce sont de nouvelles... Ça, je n'ai pas compris. Est-ce qu'il y avait des choses nouvelles que tu as trouvées? Est-ce que l'impact du mois d'ensemencement ou par exemple l'impact sur les branchies oranges, là, est-ce que c'est des choses qu'on savait quelque part, que certains savaient, ou est-ce que tu as trouvé? Non, en fait, là, j'ai trouvé énormément de choses, mais je n'ai pas pu les restituer là, dans la thèse et là, dans cette présentation. Il y a énormément de choses que j'ai trouvées au niveau de l'évolution des séries temporelles, la qualité, par exemple, de l'évolution de la salinité, le matin, surtout de la température et de l'oxygène et de la salinité. Et ça a été aussi sur le monovariant, en fait, où on a pu... il y a aussi beaucoup d'informations qui ont été extraites, mais qui sont conformes à la littérature et qui sont évidentes. Mais il y a aussi à l'intérieur beaucoup d'autres informations qu'on n'a pas restituées ce soir et qu'on n'a pas restituées aussi que je n'ai pas restituées dans la thèse. Bon, le problème, c'est que maintenant, fournir ces informations comme ça, on attend plutôt peut-être de pouvoir les interpréter avec l'ensemble des fermiers, de pouvoir avoir une réunion avec les fermiers et pouvoir discuter en fait sur ça. Ça reste quand même des choses assez sensibles. On a une filière quand même qui produit, mais aussi qui peut-être coûte derrière. Donc ces discussions elles vont être menées justement sur ces nouveaux résultats, sur ces résultats qui ont été trouvés. Et j'ai quand même une clause de confidentialité autour de ces données, donc je ne peux pas restituer l'ensemble des informations là comme ça. Ok, j'ai une question sur la notion de processus. En fait, là, si je sors maintenant un peu de la thèse, tu travailles beaucoup sur la data. J'aimerais poser une question sur le processus. On voit bien par page 107 de ton manuscrit, on voit que il y a, moi j'ai noté ça, hein, qu'il y a une évolution sur les têtes rouges là. Au début, on voit que c'est assez élevé les défauts, et puis tout d'un coup ça baisse à partir de 2004 et puis ça remonte pas. Donc moi je me dis en lisant ça, en fait il y a peut-être au départ il y a pas une bonne maîtrise de tous les processus, et puis tout d'un coup on maîtrise le processus, ça va mieux et les choses. Alors je me trompe peut-être, hein, mais quand je vois une courbe avec des défauts qui sont élevés et puis au bout de quelques années, hop, ça réduit, puis ça bouge plus, je me dis qu'il y avait un petit problème de maîtrise de processus. J'espère que je me trompe, mais en tout cas, je suis sûr que le processus joue. C'est-à-dire on sait bien quand on connaît des éleveurs que tel éleveur va avoir ses petites techniques, ses petits trucs, ses petites astuces, et qui va agir tout au long, etc. Il va pas être sur la manipulation des crevettes, le transport et autres, et qui vont impacter en fait la qualité. Or, c'est des choses c'est difficile à mesurer, ça. Le processus, la qualification de l'éleveur, le fait qu'il suive bien certaines pratiques, etc. Comment tu pourrais... si tu veux intégrer ce processus ou les informations sur ce qui se passe en fait lors de l'élevage dans les résultats. C'est quelque chose qui me semble n'est pas présent aujourd'hui, c'est normal. Mais comment tu pourrais faire en perspective? C'est tout l'enjeu en fait de la science de données derrière, c'est de créer des modèles pour pouvoir décrire et prédire. Il faut savoir que dans le process, quand les défauts ils sont relevés, c'est suite aux plaintes en fait des clients. Donc il y a
le moment où les défauts ils sont relevés et le moment où ils apparaissent vraiment dans la filière. Donc il y a vraiment un temps en fait différent. Et justement, en fait, c'est peut-être, on a 17 années de données, mais on a une apparition en fait, on a un enregistrement des données qui ne correspondent pas avec le moment où ils apparaissent. Et donc la science de données, elle vient justement apporter des solutions pour essayer de comprendre en fait, essayer de comprendre derrière comment apparaissent ces défauts. Janaï, non, mais ça, j'ai bien compris, Janaï. Mais c'est moi, bien, je te pose des questions bien, au-delà de ta thèse, oui. pour bousculer un peu. Moi, je te dis que j'y crois pas totalement, si tu veux. Je crois que des fois, les données scientifiques mesurées, calibrées, ne retranscrivent pas tout, et qu'il y a une partie qui est hors de la donnée, qu'il y a les processus, les manipulations, et que tu ne vas pas surveiller avec des caméras tous les agriculteurs pour voir tout ce qu'ils font tout le temps. Et donc, quand il dit, donc, cette partie humaine, en fait, de l'activité de l'éleveur, comment tu pourrais quand même, quelque part, essayer de l'intégrer dans ton approche? Bon, Hugues, on ne va pas rentrer dans la... Il y a des bonnes pratiques, il y a des bonnes pratiques à mettre en place. Donc il y aura certainement des réunions à mettre en place. Il y a des bonnes pratiques à mettre en place. Je ne vais pas dire que c'est la faute. Je ne vais pas non plus dire que c'est un enregistrement. Ce n'est pas non plus dire que c'est totalement la faute de l'homme. Même si il y a une grosse part en fait de la négligence, parce qu'on parlait de rigueur tout à l'heure avec Hugues. Donc il y a une grosse part de négligence au niveau de la gestion de ces données. Au niveau de la gestion de ces données. Je ne veux pas être... Il y a un problème, derrière il y a un problème de suivi de la donnée. Il y a un problème de suivi de la donnée, c'est clair. Non, mais c'est pas que il n'y a pas que de la négligence, il y a aussi des fois la qualité de l'éleveur qui peut faire plus, c'est-à-dire, mais que tu n'arrives pas à voir. C'est-à-dire que peut-être que des fois, tu as moins de défauts parce que l'éleveur a des pratiques, mais qui sont difficiles à mettre dans des données, quoi, de la data. Tu vois, moi, je travaille avec des coureurs. Je travaille avec des coureurs de voile, par exemple, des grands sportifs de voile. Quand tu leur demandes comment ils barrent, ils sont incapables de te dire. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions, ils font que leur bateau va plus vite, et c'est très difficile de le mettre dans de la data parce qu'en fait, c'est très difficile de comprendre. Ils ont fait, si tu veux, par expérience, ils ont eux accumulé beaucoup de données et ils prennent des décisions qui ont des impacts, mais qui sont à tel moment je fais ça, et ça c'est difficile de le mettre dans une base de données, de savoir parce qu'il y a des prises de décisions, on ne sait même pas pourquoi ils les prennent, mais des fois c'est bon, quoi. C'est des bonnes décisions. Là, il faudrait peut-être le plus semi-supervisé. Semi-supervisé sur le... Bon, c'est des questions difficiles, c'est des vraies questions difficiles. Je vais t'en poser une autre qui est encore difficile, et puis j'arrêterai de t'embêter. Mais moi, des fois aussi, je me demande, quand je lis ton rapport, est-ce que des fois, c'est pas trop compliqué de comprendre humainement ce qui se passe? Je veux dire que comme tu as beaucoup de paramètres et qu'il y a une explosion combinatoire des cas et des situations, et qu'on peut imaginer plein de clusters, plein de situations différentes, est-ce que c'est des fois humainement facile de comprendre pourquoi il y a eu un défaut? Il y a tellement... Alors, à tel moment, il y a une hausse de température, après, il y a eu de l'eau qui est rentrée, etc. Après, voilà, il y a peut-être plein d'événements qui conduisent à ça. Alors, la machine, elle, quelque part, elle arrive à comprendre. La machine, elle fait des clusters, elle fait des situations. Mais est-ce qu'après, quand on va vouloir retranscrire ça à l'être humain, tu vois, je pense que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on des fois, on a du mal à comprendre l'être humain dans sa complexité, mais des fois, on a du mal à retranscrire à l'être humain la complexité des données à cause de l'explosion combinatoire des situations. Est-ce que tu as été dans ton étude confronté à ce problème-là? C'est typiquement en fait un problème. C'est typiquement un problème, en fait, ce problème-là auquel je me suis confronté. Il y a un problème d'acquisition. C'est bien ça la question. Il y a un problème d'acquisition et c'est pour ça que je parle en fait d'apprentissage. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je ne comprends pas en fait le fond de ta question. C'est au niveau de l'acquisition ou c'est au niveau des modèles? Non, c'est au niveau de la restitution à des éleveurs ou même à des spécialistes. Oui.
C'est-à-dire, une fois que tu as fait ton étude scientifique, M. Logier disait, des fois, il avait du mal à comprendre les théories informatiques, ce que je comprends. Bon, tu as fait ton travail et l'algorithme, il trouve des clusters, il trouve des situations. Mais comme il y a une combinatoire derrière, que la machine est capable de gérer la combinatoire. Aujourd'hui, on a quand même des puissances de calcul qui sont quand même très intéressantes. Mais après, quand il va falloir simplifier, abstraire et restituer à l'être humain, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté quand même qui est difficile à adresser et qui est pas simple, quoi, qui est de passer de la complexité des nombres et des calculs à une compréhension pour, de point de vue opérationnel, dire bah là, parce que encore une fois, il y a plein de situations possibles. Et l'arbre de décision devient très compliqué. En fait, c'est pour ça qu'il y a les thématiciens qui se réunissent autour de ce problème-là. Ils se réunissent autour de ce problème-là, justement pour définir en fait pour interpréter les résultats. Parce que de toute façon, là, il y aura toujours des biais dans la donnée et ça va complexifier derrière. Ça va avoir un impact sur la performance, ça aura un impact sur le résultat. S'il faut mettre en place des outils ergonomiques pour l'éleveur, donc il faudra peut-être simplifier ces résultats-là, les mettre de manière à ce que lui il puisse s'approprier ces outils-là. Mais la manière dont il doit s'approprier, il faudra à un moment donné que les thématiciens se réunissent autour de la table et puis déterminent en fait la manière de restituer ces outils. Donc, si c'était ça le... Oui, mais non, parce que je pense que dans tout ce qui touche à soit l'humain, soit l'animal, etc., moi, mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, on est au début, c'est-à-dire qu'on prend une partie des données, on a quelques premiers résultats, mais en fait, l'être humain, l'éleveur, lui, il prend beaucoup de décisions tout le temps en fonction de son environnement, et des fois, il prend par habitude, il a tellement fait, si tu veux, de sciences de la donnée, tu vois, de manière, ce qu'on appelle l'expérience, quoi, de manière implicite, qu'à la fin, il arrive des fois à prendre des décisions. Et aujourd'hui, je pense qu'on a encore du mal à bien trouver tout ça, parce qu'on n'a qu'une partie des données, on n'a pas tous les processus, on n'a pas toutes les informations. Et enfin, bon, on a encore, voilà, on peut avoir des outils d'aide pour l'humain qui donnent des indications, mais je ne suis pas encore sûr qu'on arrive quand même à faire aussi bien. Mais bon, c'est intéressant et c'est ouvert. Bon, merci Janaï pour toutes ces réponses et ces interactions.